Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 60 où pendant une heure je vais essayer de répondre aux questions des membres plus, en tout cas s'ils en ont. Voilà, c'est le dernier rendez-vous du mois de mars. Oh là là, je suis un peu perdu là. Et donc la prochaine fois qu'on se retrouvera en direct, ce sera pour le mini-cours du 1er avril. Je vous indiquerai le sujet en fin de ce Demande à Cédric. Et puis nous procéderons également au tirage au sort pour les personnes éligibles. J'en reparlerai également à la fin. Si vous regardez cette vidéo depuis YouTube et que vous regardez une retransmission, vous pouvez sous le lien de la vidéo trouver justement sous la vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de vous inscrire. Vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Vous trouverez un bandeau bleu qui ressemble à ça ou qui ressemble à ça en fonction de la version, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, parce que je suis en train de retravailler sur le nouveau site internet. Il vous suffira dans les deux cas de mettre votre prénom, votre adresse email, de cliquer sur oui je veux m'inscrire et ça vous permettra d'accéder à beaucoup de modules pour apprendre l'informatique. Un module gratuit complet pour apprendre à envoyer vos mails comme un pro, comprendre le mail, voir comment ça fonctionne. Un module complet sur les photos pour savoir comment les mettre sur votre ordinateur. Un cours que Louis-Paul a eu la gentillesse de faire sur GIMP. Bref, beaucoup de vidéos gratuites que vous allez pouvoir découvrir en vous inscrivant ici et pour commencer à apprendre l'informatique même si vous débutez. Allez, on va pouvoir commencer ce Demande à Cédric numéro 60 officiellement. Bonjour Sacha, n'oubliez pas le tirage au sort, je vais essayer, je compte sur vous toutes et tous pour me le rappeler en fin de session. Et sinon, nous allons démarrer. Bonjour Louis-Paul, bienvenue. Morissette, bienvenue. J'ai réussi à mettre ma signature comme convenu. Dur. Effectivement, Morissette, j'ai vu que vous aviez un petit peu tâtonné avant de mettre votre signature. Quoi qu'il en soit, je vous félicite d'avoir réussi déjà à mettre une image dans votre signature. Et puis après, d'avoir corrigé le tir, parce que c'est vrai qu'avoir une grande image comme ça, à chaque fois que vous postez un message, si on voit cette grande image, c'est un petit peu compliqué. Donc félicitations, j'ai vu que vous aviez rempli à merveille votre profil. Néanmoins, j'en profite pour dire à toutes les personnes présentes ici, lorsque vous allez poster sur le forum, essayez de poster dans un message qui est déjà existant si vous avez réussi à le trouver. Et sinon, ne mettez pas des sujets dans des sujets, parce qu'après, c'est impossible que l'on s'y retrouve. Donc quand on est dans un sujet sur les mini-cours, on parle des mini-cours, on ne parle pas de la signature au sein de ses messages sur le forum. On crée un nouveau message et ensuite on expose son problème, parce que sinon ça ne va pas être possible. J'en avais déjà parlé avant. Voilà Morissette. Donc en tout cas, félicitations d'avoir réussi à intégrer ces lignes de texte. Et puis voilà, vous allez être un exemple pour un grand nombre d'entre nous. Yves, bonjour Cédric et bonjour à tous les membres, bienvenue. Morissette, installer VirtualBox, serais-je capable? Je voudrais tester Windows 8, j'ai le 10. Alors Morissette, vous êtes reparti dans les tests d'installation. La première question que vous devez vous poser avant de savoir si vous êtes capable d'installer VirtualBox, c'est est-ce que vous avez fait des sauvegardes? Parce que quand on commence à manipuler un certain nombre de choses sur son ordinateur, on s'expose au fait qu'il ne fonctionne plus et qu'il faille le réinstaller. Donc avant de vous demander si vous êtes capable d'installer VirtualBox, est-ce que vous avez fait des sauvegardes et est-ce que vous seriez capable de réinstaller votre ordinateur de zéro si toutefois il y avait le moindre souci? Voilà, il faut aussi se poser cette question-là parce que s'il y a le moindre problème pendant l'installation, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et que votre Windows ne fonctionne plus, serez-vous capable de le faire? Je pense que la réponse est oui, vu qu'il y a énormément de cours sur le sujet qui sont traités sur le site. Mais après, voilà, c'est en fonction de chacun. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes jetés à l'eau pour réinstaller Windows de zéro. Je ne vais plus avoir les noms des personnes qui l'ont fait, mais je me souviens que voilà, il y a des gens qui ont dit j'ai bien regardé vos vidéos et je vais essayer de réinstaller
Windows 10 et ça s'est très bien passé. Donc c'est tout à fait possible, c'est à la portée de tout le monde, il suffit juste de bien suivre la procédure et on s'aperçoit que finalement c'est pas si compliqué que ça. Il y a des choses à savoir, mais dans la formation Windows 10 j'en parle, dans la formation installer une machine virtuelle j'en parle aussi, donc voilà, ça vous fait plusieurs pistes pour savoir si vous allez pouvoir réinstaller. Donc pour répondre à votre question Morissette, avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas que les sauvegardes sont primordiales. Et après, écoutez, vous n'êtes pas, vous n'avez pas attendu ma validation pour vous lancer sur tout ce que vous avez commencé, donc je dirais que c'est envisageable sans problème. Voilà Morissette, maintenant je voudrais pas que vous ayez non plus beaucoup de désagréments et puis après quand vous dites j'aimerais tester Windows 8, après il faudra que vous ayez l'image de Windows 8, donc il faut avoir une clé pour pouvoir récupérer l'ISO sur le site de Microsoft, donc c'est pas forcément sans contrainte derrière, c'est-à-dire il faut avoir l'ISO de Windows 8. Voilà Morissette. Alain, bonjour, bonsoir Cédric et bonsoir à tous les membres en ligne. Soyez le bienvenu parmi nous Alain, n'hésitez pas si vous avez des questions. Albert, bonjour Cédric et bonjour à toutes et à tous. Hier absent en panne de la box, tout est ok aujourd'hui. Parfait Albert, je ne sais pas comment vous avez résolu votre problème, si c'est un technicien qui vous a aidé, si vous avez fait ça par vous-même, s'il y avait des intempéries. Parfois il arrive que quand on a des intempéries et qu'on est un petit peu à la campagne, que la connexion internet soit un petit peu instable de temps en temps, surtout quand il y a du vent, quand il y a ce genre de choses. Donc la plupart du temps, ça revient tout seul. Alexandra, bonjour et bienvenue parmi nous Alexandra. Michel, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous, bonjour Michel. Sou, bonjour à tous. Louis-Paul qui a retiré son message. Jean-Yves, bonjour. Sou, j'ai fait des sauvegardes de mon travail sur un disque dur externe, mais je me pose la question, si celui-ci reste branché en permanence sur mon PC, risque-t-il lui-même d'être piraté par effet domino ? Tout à fait Sou, je ne sais pas si vous étiez là hier, peut-être pas. Mais effectivement, un disque de sauvegarde, un disque dur externe qui est destiné aux sauvegardes est fait pour être dans un placard quand il n'est pas en train de sauvegarder. Pour quelle raison ? Eh bien, ce sont des raisons diverses. Ça peut très bien être pour éviter s'il y a une surtension électrique et que le PC devait rendre l'âme. On va plutôt penser à la foudre. Donc le fait qu'il soit branché sur un port USB, il est donc sur le circuit électrique de l'ordinateur. Et s'il y a une surcharge générale, eh bien, ça peut griller les différents périphériques qui sont autour. Donc les disques durs externes, donc les caméras, les différentes choses qui sont branchées. Donc si un jour il y a l'orage chez vous et que vous n'avez impérativement pas besoin de votre ordinateur, je vous conseille de l'éteindre et de le débrancher de la prise. Et même si vous avez l'occasion, de débrancher votre box et de débrancher tous les éléments qui sont reliés électriquement à l'ordinateur. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, si vous êtes infecté, le virus peut également se propager sur les disques durs externes. Donc, du coup, la sauvegarde ne sert plus à grand-chose puisque, si toutefois un jour vous êtes infecté et que ça se répand, vos sauvegardes seront également touchées. Donc, un disque dur qui est destiné aux sauvegardes, on le branche uniquement pour faire les sauvegardes. Une fois que la sauvegarde est terminée, on le met dans le placard. J'aurai l'occasion d'en reparler évidemment dans le mini-cours sur les sauvegardes, mais et puis dans la formation qui sera dédiée dans la saison 4. Mais en tout cas, c'est très important de conserver ça à l'esprit. Moi, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, le seul disque dur qui est branché en permanence, c'est mon NAS, c'est-à-dire ce boîtier, c'est un disque dur réseau qui est branché donc sur mon réseau et qui lui est branché en permanence parce que j'accède sans cesse à des fichiers. Mais il se duplique sur un autre disque, mais je ne suis pas à l'abri, si toutefois il y a une surtension électrique, qu'il y a un souci. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, j'essaye de le faire le plus souvent possible, je branche un disque dur externe, je sauvegarde tout ce qu'il y a sur mon NAS sur ce disque dur externe, que je débranche, et je mets un exemplaire à la banque, dans un coffre, si toutefois il y avait un incendie chez moi, et je garde un exemplaire chez moi. Donc je fais des rotations de sauvegarde, donc au pire je perds, on va dire, entre 1 semaine et 2 semaines de travail, ce qui serait déjà trop, mais malgré tout, c'est comme les sauvegardes, c'est un peu contraignant, parce que ça fait beaucoup de choses à copier, mon NAS est assez rempli, donc en général ça me prend une journée de tout copier. Donc c'est une journée pendant laquelle je ne peux pas trop utiliser l'ordinateur, donc c'est un peu pénible. Mais pour revenir à nos moutons, et surtout aux vôtres,
les disques durs de sauvegarde doivent être rangés dans les placards quand ils ne servent pas. Voilà sous. Tania, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Petit rappel s'il vous plaît au sujet de Gmail. Alors Tania, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles. J'ai regardé un certain nombre de choses sur internet et je ne pense pas que ce soit possible. Donc la seule solution, c'est celle que je vous ai indiquée. Enfin, il y a une autre solution que je n'aime pas trop, mais je vais quand même vous la donner si toutefois vous avez envie de la mettre en pratique. Néanmoins, celle que je vous ai donnée s'avère être la mieux puisque pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution pour supprimer ce message de réponse. Donc, la solution que je vous avais donnée hier, c'était de cliquer ici sur n'importe quel... sur n'importe quel message, celui-ci par exemple. Oh, c'est pas possible, tout le monde a son numéro de téléphone. On va prendre Ikea. Et ensuite, une fois que vous êtes sur ce message, le principe c'était de cliquer sur répondre. Et à partir de là, donc de cliquer sur les 3 petits points avant de mettre votre message, de faire CTRL-A, d'appuyer sur la touche supprime, et là le message était supprimé. Donc ça, c'est la solution que je vous ai proposée hier, qui selon moi est la plus simple. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, j'ai vu ça sur un site internet, mais ça ne me satisfait pas comme réponse, je vais quand même vous la donner, mais je trouve pas ça terrible, c'est que si vous voulez, quand vous avez un message, on va prendre par exemple ce message-là, vous avez la possibilité de sélectionner une petite partie du texte et de choisir répondre. Et là, il ne va mettre que la partie du texte que vous avez sélectionnée. Et là, il vous suffit simplement de la supprimer. Donc en gros, ça revient au même, mais c'est une façon différente. Alors, je vais le refaire parce que c'est pas forcément évident et que de toute façon, il faut activer quelque chose dans le labo. Donc je vais vous montrer ça. Je vais prendre un autre message qui soit un petit peu, peut-être un petit peu plus explicite. Celui-ci, par exemple. Voilà. Donc ici, vous sélectionnez le premier mot et ensuite, vous cliquez sur répondre. Et là, il ne va intégrer que ce que vous avez sélectionné. Et vous voyez, il n'intègre pas le message précédent. Donc ensuite, il vous suffit de supprimer comme ça. C'est vraiment en fonction de ce que vous préférez, mais malheureusement, il n'y a rien de mieux. Alors, pardonnez-moi. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir ce résultat? Il faut activer quelque chose dans le labo de Gmail. C'est très simple, vous allez voir. Vous cliquez sur ici la roue crantée qui est là. Vous allez choisir, je vais enlever mon visage comme ça vous verrez tout. Voilà. Vous allez choisir ici paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez choisir labo qui se trouve ici en haut. Et lorsque vous êtes dans Labo, il va falloir activer la fonctionnalité qui s'appelle insérer le texte sélectionné. Donc normalement, il est désactivé, donc il ne sera pas en haut. Je vais le désactiver pour que vous puissiez voir. Là, il va recharger ma messagerie normalement, voilà. Parfait. Donc, vous allez dans la croix en haut. Vous choisissez paramètres. Vous allez dans Labo. Et là, vous allez chercher, je crois que c'est plutôt vers le milieu bas, ça s'appelle insérer le texte sélectionné par Ryan A. Donc pour avoir la fonctionnalité que je vous ai montrée tout à l'heure, il faut que vous choisissiez activer. Ensuite, vous n'oubliez pas de descendre en bas pour enregistrer les modifications. À partir de là, eh bien, vous allez donc revenir au sein de votre messagerie. Et là, si je vous remontre le texte, donc c'est pas là qu'il fallait que je clique. On va le faire avec celui-là, voilà. Non, pas du tout. Eh bien, vous sélectionnez le texte que vous voulez, vous choisissez répondre. Vous n'êtes pas obligé de cliquer là, vous pouvez simplement cliquer ici. Et là, eh bien, vous aurez juste à supprimer les 3 premières lignes. C'est vraiment en fonction de ce qui vous convient le mieux. Moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque soit je ne désélectionne pas le texte, soit je le supprime en une fois, en faisant la technique du CTRL-A, CTRL plus A. Voilà Tania, malheureusement j'ai pas cherché 1 heure non plus, mais j'ai cherché quand même un petit quart d'heure pour voir s'il n'y avait pas des choses qui pouvaient être trouvées, et je ne pense pas que ce soit prévu dans les préférences de Gmail. En tout cas, ça n'a pas été mentionné sur internet. Si quelqu'un a une autre solution, n'hésitez pas.
Daniel, bonjour Cédric et bonjour à toutes et tous. Pour le clavier, tout est rentré dans l'ordre. Merci pour les conseils. Formidable Daniel, c'était dans ma liste des choses dont je voulais parler. Savoir si tout était ok pour vous. Eh bien, c'est parfait si tout est rentré dans l'ordre. Marc, bonsoir. Mario, bonsoir. Alain, mini-cours du 1er avril. J'espère que ce n'est pas un poisson. Eh bien, écoutez, seulement Philibert pourra nous le dire, puisque c'est le spécialiste de l'humour sur le forum. Donc, il va bien nous préparer quelque chose. Mais a priori, le sujet que je vous annoncerai tout à l'heure ne sera pas un poisson. Et le 1er avril, ce sera bien le mini-cours en question. D'ailleurs, je vous remercie à toutes et tous d'avoir voté. Alors, vous n'avez pas tous voté puisqu'il y a eu 19 votes. Donc, là, c'est un petit peu tard puisque ça y est, vous avez choisi le sujet du mini-cours pour le 1er avril. Mais vous pouvez continuer de voter. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra que je télécharge le fichier que j'avais documenté pour vous montrer les résultats de ce même mini-cours. Pierre, bonjour et bienvenue parmi nous. C'est ma première, effectivement, Pierre, soyez le bienvenu. C'est le dernier demande à Cédric du mois de mars, donc le prochain ce sera le 2 avril, pardon. Sachant que le 1er avril, il y aura un mini-cours d'organiser. Donc le mini-cours, ça se passe à 19h et ça dure le temps que ça dure. Le dernier a duré 3 heures, je ne sais pas combien de temps va durer le prochain, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pas impossible qu'il dure aussi un petit moment. Donc donc vous serez le bienvenu dans le prochain mini-cours. Donc les mini-cours, c'est chaque premier du mois à 19h, c'est ouvert à toutes et tous. Donc tout le monde peut y participer si vous avez des amis que vous souhaitez inviter. Je donnerai le sujet du mini-cours tout à l'heure. Et vous pouvez d'ailleurs les retrouver, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le site, puisque Pierre est nouveau parmi nous. Donc il faut vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Vous n'oubliez pas de vous connecter. On va passer par là, ça va changer. Et lorsque vous êtes connecté, eh bien, vous allez pouvoir choisir en haut dans Accueil, vous allez pouvoir choisir J'apprends en direct les mini-cours. Et là, eh bien, vous aurez tous les détails du prochain mini-cours. Pour l'instant, le sujet n'est pas encore déterminé, mais on a déjà la date. C'est donc dans 25 jours. Et 43 minutes que ce mini-cours aura lieu. Vous pouvez également vous inscrire si vous le souhaitez pour que je vous envoie un rappel par mail. Et vous pouvez retrouver en dessous la retransmission des mini-cours qui sont passés. Voilà Pierre pour ce petit aperçu du prochain mini-cours. En tout cas, soyez le bienvenu parmi nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ariane, bonsoir Ariane, bienvenue parmi nous. Solange. Alors, quand j'utilise CCleaner pour nettoyer mon PC, c'est toujours écrit en anglais. Comment traduire ? C'est une bonne question. Solange, normalement, je crois qu'il est en français. Faut pas que votre prénom, ça sert à rien. CCleaner, ce sera plus pertinent. Alors, il me semble que mon CCleaner est en français. Oui, on dirait. Alors, est-ce que dans les options, vous avez la possibilité de changer la langue ? Dans les paramètres ? Oui, c'est à cet endroit que ça va se trouver. Et ce sera encore mieux si je partage mon écran. Donc vous lancez CCleaner, assurez-vous bien d'avoir les dernières versions, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais c'est pas grave parce que je ne l'utilise pas très souvent. Une fois que vous êtes dans CCleaner, vous avez la possibilité de vous rendre ici dans les options, en cliquant sur la roue dentée. Vous choisissez ensuite en haut paramètres, et à partir de là, vous avez la langue de CCleaner. Donc vous cliquez, vous choisissez votre langue et CCleaner devrait se retrouver dans la langue de votre choix, à savoir le français. Comment est-ce que vous pouvez récupérer la dernière version de CCleaner ? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous rendez directement sur Google et vous tapez CCleaner. Voilà. Et vous choisissez le lien qui commence par www.piriform.com, qui est le site de l'éditeur, donc c'est le plus simple pour récupérer CCleaner. Une fois que vous êtes là, vous choisissez la version gratuite, vous cliquez sur Download et il va lancer automatiquement le téléchargement. Enfin, automatiquement, peut-être pas si vous êtes sur Edge. Là, j'ai cliqué sur Download et là, voilà. Comme je suis sur Edge, il me propose de faire enregistrer sous. Sinon, la solution la plus simple, si vous ne voulez pas faire d'erreur, je mets très souvent le mini-guide à jour. Donc, vous pouvez vous rendre en tant que membre plus, vous avez accès à tout.
Je vais essayer de retrouver l'endroit. Voilà. Vous pouvez vous rendre dans l'accueil, choisir « Je nettoie à fond mon ordinateur » et à partir de là, vous pourrez, si vous le souhaitez, cliquer ici pour récupérer le pack de logiciels. Et dans ce pack de logiciels, il y a notamment CCleaner. Et donc à partir de là, vous voyez, je l'ai mis à jour aujourd'hui à 11h. Donc vous êtes sûr, je le mets à peu près à jour tous les 2 jours. Sauf quand je prends quelques jours de repos, ce qui sera le cas de demain et après-demain, je vous en reparlerai après. Mais voilà, vous pouvez cliquer ici, vous récupérez le pack et dedans vous avez CCleaner et les autres logiciels qui permettent de nettoyer votre ordinateur si toutefois il a été infecté par des logiciels malveillants et que vous avez des publicités intempestives partout, des barres d'outils ou des logiciels qui vous disent que vous avez des milliers d'erreurs sur votre ordinateur. Comme je vous le disais tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, demain, donc quel jour on est demain ? Nous serons mercredi, donc mercredi et jeudi, je vais me reposer. Donc a priori, je passerai pas sur le forum, a priori, je mettrai pas à jour les logiciels et a priori, je répondrai pas aux mails. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de mes nouvelles, on se reverra vendredi matin. Je repasserai sur le forum vendredi matin, réponse aux mails, etc., etc. Voilà, je vais prendre 2 jours pour me reposer de cette série des demandes à Cédric. Voilà Solange, en théorie vous avez toutes les informations qu'il vous faut, mais si il vous en manque, n'hésitez pas à indiquer dans le chat des précisions supplémentaires. Jackie, bonjour Cédric et à toutes et tous et merci pour la réponse d'hier. Eh bien avec plaisir Jackie, j'espère qu'elle a été suffisamment complète, apparemment oui puisqu'il n'y a pas de complément à votre question, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas. Alors Morissette, oulala je laisse tomber. Morissette, c'est un petit peu à vous de voir. Effectivement, comme je vous le dis, il faut faire attention quand on n'a pas besoin de faire les choses. Il ne faut pas forcément faire tout plein de choses. Comme je l'ai souvent précisé, quand j'ai commencé l'informatique, Windows, c'était avant Windows, mais à l'époque de Windows 95 et de Windows 98, j'ai réinstallé mon ordinateur toutes les semaines. Donc voilà, il faut se lancer un jour, hein, et c'est comme ça qu'on apprend. Et croyez-moi, à la réinstaller toutes les semaines, à la fin, j'étais plutôt opérationnel sur la réinstallation de Windows. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, c'est pas insurmontable. Et dès lors où vous l'aurez fait une fois, vous vous direz, oh finalement c'est pas si compliqué. Et voilà, vous avez vos sauvegardes, vous savez réinstaller votre ordinateur, après vous n'avez plus peur de rien. En gros, pour être autonome en informatique, il faut 1. Savoir faire des sauvegardes pour ne pas perdre ses données, 2. Savoir réinstaller son système d'exploitation et 3. Chercher sur Internet. Si vous avez ces 3 choses et que vous les maîtrisez, vous n'avez plus besoin de moi, vous n'avez plus besoin de personne à part d'Internet et vous serez totalement autonome. Donc, gardez bien ça en tête. C'est pas forcément votre objectif tout de suite, mais voilà, allez dans cette direction, comprenez comment ça se passe, sauvegarde, réinstallation du système et recherche sur Internet. À partir de là, vous êtes tout bon. Voilà Morissette. Vous vous lancerez quand vous vous sentirez prête. Florence, bonsoir Florence. Alors Alain, Cédric, tu as parlé hier de cloner une partition. J'aimerais assez bien comprendre le concept. Qu'est-ce que cloner une partition ? Est-ce la même chose que faire une image ISO du disque dur ? Je suis pas 100% sûr que la réponse soit oui, Alain. Par rapport à votre question sur le clonage d'une partition et l'image ISO. En revanche, ce que je peux vous expliquer, qu'est-ce que c'est que cloner une partition ? Quand vous avez un ordinateur, vous avez un ou plusieurs disques durs. Je vais essayer de vous montrer ça avec le mien. Voilà. Pardonnez-moi. Merci. Donc ici, on s'aperçoit que j'ai 4 partitions ou 4 disques durs. On ne sait pas, parce que ici, ça peut très bien être des disques durs physiques ou ça peut être des disques qui ont été coupés en plusieurs partitions. Donc si on ne sait pas combien il y a de disques durs sur mon ordinateur, on ne pourra pas dire combien est-ce qu'il y a de partitions et combien est-ce qu'il y a de disques durs sans ouvrir le gestionnaire de disques. Donc pour ce faire, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous choisissez gestion du disque et à partir de là, vous allez pouvoir savoir combien est-ce qu'il y a de disques durs physiques et combien est-ce qu'il y a de partitions. Donc si je regarde ici sur mon gestionnaire de disques, on s'aperçoit que j'ai
4 disques durs physiques, 0, 1, 2, 3, donc qui sont en fait ici, ça ce sont 4 disques durs physiques, parce que moi je n'aime pas trop faire des partitions sur mes disques, je le faisais beaucoup à l'époque de Windows 95 et de Windows 98, je partitionnais mon disque en deux, sur mon disque C je mettais mon système, sur mon disque D je mettais mes données, et comme ça, quand je réinstallais, comme je vous le disais tout à l'heure, je réinstallais très souvent mon système, eh bien je reformatais C et mes données restait sur D. Et puis à l'époque, les disques durs valaient très cher, donc c'était compliqué d'avoir plusieurs disques ou d'avoir des disques durs externes ou de graver ces données sur CD. Donc tout ça coûtait très cher, donc j'avais trouvé cette solution et que j'ai abandonné plus tard quand les disques sont devenus abordables et que maintenant, voilà, un disque dur, ça vaut plus très cher et ça permet vraiment de sectoriser les informations parce qu'on n'est pas à l'abri que le disque dur tombe en panne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites plusieurs partitions sur un disque dur, c'est bien, mais si le disque dur tombe en panne, vous perdez l'ensemble de vos partitions. Il n'y a pas de protection contre le fait qu'il tombe en panne, à part de multiplier les disques durs comme j'ai fait ici. Donc ici, on s'aperçoit que les 3 disques qui sont en dessous ont une seule partition et que mon premier disque a 2 partitions. Alors la première partition qui se trouve ici, qui n'est même pas, où il n'y a même pas de lettre attribuée, c'est la raison pour laquelle on ne la voit pas ici dans l'explorateur de fichiers. Eh bien cette partition-là, c'est la partition qui est réservée au système. Lorsque Windows 10 va s'installer, que vous le vouliez ou non, il va créer cette petite partition de 500 mégas pour eh bien, mettre ses outils à lui et vous n'aurez pas accès à cette partition. Et ensuite, eh bien, comme je n'avais pas partitionné mon disque C, il a installé le reste sur le reste de mon disque dur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cloner ? Cloner, ça veut tout simplement dire que au moment où vous allez réaliser le clonage, moi j'utilise, comme je vous le disais, le logiciel qui s'appelle TrueImage. J'ai pris l'habitude de l'utiliser et comme j'en avais besoin pour le travail, finalement je l'avais acheté, ça vaut 50 €. Au passage, il est à gagner ce soir dans le tirage au sort pour la 3e personne. Et donc ça va vous permettre, grâce à ça, c'est comme si vous preniez une photo de votre disque dur et que eh bien, cette photo qui a été prise, vous serez en mesure de la remettre sur un autre disque dur. Si par exemple votre disque dur si votre disque dur devait tomber en panne. Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Là, si j'utilise le logiciel TrueImage Acronis et que je fais un clone de ce disque dur, ou en tout cas un archivage de la partition, eh bien, je vais avoir la possibilité, si mon disque dur tombe en panne, eh bien, de rebrancher un disque dur à cet endroit-là, de remettre la partition que j'avais sauvegardée, et mon ordinateur sera exactement comme il était au moment où eh bien, j'ai fait cette sauvegarde de partition. Alors un clone c'est un petit peu différent, je me suis un petit peu égaré dans mon explication, mais c'est un petit peu similaire quand même. Donc là c'était vraiment pour une sauvegarde de partition, si vous avez un disque dur qui casse et que voilà, vous remettez un disque dur neuf, vous redescendez cette partition et c'est parfait. Le clonage d'un disque, ça va être un petit peu on va dire en amont, c'est-à-dire là mon disque fonctionne, par exemple vous voyez j'ai un SSD qui fait 240 Go, on le voit ici, 232 formaté. Et si par exemple j'ai envie de passer sur un SSD qui va faire 500 Go par exemple pour faire évoluer mon système et que je n'ai pas envie de tout réinstaller, c'est-à-dire que j'ai envie de retrouver mon environnement avec mes logiciels, avec tous mes paramètres, avec tout ce qu'il y a de bien sur mon ordinateur, eh bien il me suffit simplement de mettre ce disque dur, ce SSD de 500 Go quelque part branché sur mon ordinateur, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, et de dire au logiciel, je veux cloner mon disque dur C, qui est donc mon disque dur système d'aujourd'hui, et le cloner sur le nouveau disque dur que j'ai acheté. Je vais donc faire ce clone qui va en fait dupliquer les informations de mon premier disque, de mon C actuel, vers le nouveau disque que je souhaite installer. Une fois que le clone est terminé, je débranche mon disque dur système actuel, le disque C, je branche le nouveau disque dur que j'ai acheté, donc le nouveau SSD de 500 Go par exemple, je redémarre mon ordinateur et c'est transparent. Sauf que eh bien, j'ai gagné 250 Go de stockage puisque j'ai rajouté ce disque qui était plus important. Donc le clone, c'est vraiment une copie d'un disque vers un autre. Voilà, donc ça vous permet, grâce à des logiciels, donc moi j'utilise TrueImage Acronis, mais il en existe plein d'autres. Je sais qu'il y a des logiciels gratuits qui existent. CloneZilla, me semble-t-il, qui doit être fait par les gens qui font
FileZilla peut-être. Et donc ça vous permet de le faire mais gratuitement. C'est beaucoup moins intuitif que peut l'être Acronis, mais ça a le mérite d'être gratuit. Voilà. Après, moi, quand il s'agit de faire des clones, de faire des duplis, il faut vraiment être très attentif au disque source, au disque de destination, parce que si vous vous trompez de sens et que vous vous en mêlez les pinceaux, eh bien, au lieu de copier votre disque source où il y a toutes vos informations vers votre disque de destination, si vous faites le contraire, vous vous retrouvez avec un disque C où il y avait toutes vos données qui est vierge, puisqu'il a copié le disque vierge sur votre disque où il y avait les informations. Donc, il faut être un petit peu attentif quand on fait ce genre de manipulation. Ce sont des manipulations relativement avancées. Et voilà. Enfin, c'est pas très compliqué, mais il faut juste être attentif. Voilà, Alain. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Le clonage, c'est donc le fait de dupliquer un disque sur un autre disque pour des raisons qui peuvent être de sauvegarde, qui peuvent être d'évolution de votre disque. Et les sauvegardes de partition, comme le fait aussi TrueImage Acronis, c'est que vous allez sauvegarder à un moment T, vous allez prendre un instantané de votre disque et que si vous avez le moindre problème, eh bien, vous pourrez le redescendre. Voilà, j'espère que c'est relativement clair. S'il vous manque des indications, Alain, n'hésitez pas à me les demander. Après, juste pour répondre par rapport à la petite parenthèse par rapport à l'ISO, une image ISO, c'est la réunion de plusieurs fichiers au sein d'un seul. Et donc, une image ISO n'est pas toujours bootable. Ce qu'on appelle bootable, c'est qu'on peut démarrer dessus. L'avantage du clone, c'est qu'il va reprendre tous les paramètres de démarrage de votre ordinateur pour que quand vous allez rebrancher le nouveau disque dur, ce soit transparent pour le système, pour Windows, pour votre ordinateur. Personne n'aura rien vu. Tout refonctionnera correctement. Voilà Alain. Alex, bonsoir, bienvenue parmi nous. Tous réunis. Effectivement, nous sommes 38 ce soir. Nous n'avons jamais été autant. Donc je suis ravi. Alors Alain, où c'est autre chose et je crois bien comprendre. Peut-on utiliser ce clone d'un après une réinitialisation de Windows qui éviterait, si je comprends bien, de réinstaller tout? Alors, effectivement, Alain, pour apporter un petit complément à ce que vous dites, l'avantage enfin, j'espère que ça a répondu à votre question, même avec les informations que je vous ai dit tout à l'heure, mais je vais quand même le préciser. L'avantage de faire un clone, c'est que vous n'allez même pas avoir besoin de réinstaller Windows. C'est que si vous avez fait votre clone avant, c'est-à-dire que je vous conseille de faire un clone le plus tôt possible si votre ordinateur est sain. Ça sert à rien de faire un clone si votre ordinateur est pollué, parce que quand vous allez redescendre votre clone, il sera pollué aussi. Donc le meilleur moment pour faire un clone, c'est un clone ou une sauvegarde de partition. C'est un petit peu différent. On en reparlera dans le mini-cours sur les sauvegardes, je pense que j'aurai l'opportunité de vous montrer ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le meilleur moment pour faire un clone, c'est quand vous venez de réinstaller votre système, que tout est propre, que vous avez tout réinstallé, les logiciels que vous utilisez habituellement, les pilotes, que vous avez à peu près votre environnement de travail, vos pilotes pour l'imprimante, les différentes choses. Une fois que vous avez tout bien réinstallé, à ce moment-là, vous faites soit une sauvegarde des partitions, soit un clone. Avant, j'avais l'habitude de faire un clone parce que je trouvais ça plus pratique, d'avoir un disque de secours que je puisse enlever et remettre directement. Mais maintenant, je fais essentiellement des sauvegardes de partitions et comme ça, j'en fais de temps en temps. Avant, j'avais planifié une tâche qui la faisait tous les soirs, donc au pire, je perdais une journée de travail si le plantage intervenait entre le moment où j'ai fait ma sauvegarde et là. Là, j'ai arrêté cette planification automatique. Je la remettrai. Là, je vais me racheter un disque dur qui est d'un petit peu plus grande capacité, parce que là mes disques commencent un peu à être pleins, en tout cas ceux qui fonctionnent bien, et voilà, donc moi j'opterais plutôt pour une sauvegarde des partitions, c'est plus simple finalement. Et donc juste pour terminer la réponse à votre question, si toutefois donc, vous avez un souci avec votre Windows, vous n'avez même pas besoin de le réinitialiser, vous n'avez même pas besoin de le réinstaller, il vous suffit simplement de redescendre vos partitions sur le disque ou de recloner dans l'autre sens. Voilà Alain. Oui, donc pour terminer votre question, et ces logiciels et tous les documents manuellement Alain, tout à fait.
vous avez bien compris. En tout cas, j'espère avoir été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander des précisions. Alors Alex, pour rebondir sur la question de Morissette pour VirtualBox, il faut l'ISO de Windows 8 et la clé également pour l'activer. Sinon, Windows 8 sera utilisable pendant 30 jours sur la machine virtuelle. Absolument, Alexandra, vous avez tout à fait raison. Enfin, tu as tout à fait raison, excuse-moi. Lorsque vous allez vouloir installer une machine virtuelle, si toutefois vous voulez la garder pendant longtemps, eh bien, il faudra effectivement avoir une clé officielle de Windows pour pouvoir l'activer et ainsi le conserver pendant longtemps. Après, si c'est juste pour faire des essais, vous n'avez pas besoin non plus d'activer votre Windows. Il vous suffit de l'installer et puis le jour où vous en voulez un autre, vous le réinstallez, etc. C'est relativement rapidement fait. Et puis comme vous pouvez revenir à une session antérieure, quoique c'est pas bien parce que du coup il conserve quand même la date, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est moins ennuyeux sur une machine virtuelle, sauf si vous vous en servez à titre de production, c'est-à-dire que si vous, moi j'avais des machines virtuelles à l'époque parce que je faisais mes formations, enfin quand je faisais les demandes à Cédric à l'époque, j'avais des machines virtuelles pour les différents systèmes, pour pouvoir montrer les différentes manipulations sur les différents systèmes, et donc j'avais donc mes licences qui étaient activées sur ces machines virtuelles. Mais voilà, si c'est juste pour faire des essais, vous n'avez pas forcément besoin d'activer votre Windows ou de griller votre clé ou ce genre de choses. Il vous suffit simplement de l'installer. Pendant 30 jours, vous pouvez l'utiliser. Et puis après, vous avez un petit logo en bas qui vous dit il faut l'activer et vous êtes en fonctionnalité réduite. Donc si vous en avez besoin pour plus de 30 jours, effectivement, il va falloir trouver une clé pour l'activer. Et sinon, eh bien, vous pouvez l'utiliser comme ça pendant 30 jours. Ou plus. Après les 30 jours, vous avez des fonctionnalités réduites, mais vous pouvez continuer de l'utiliser. Donc voilà, sauf si c'est à des fins professionnelles, entre guillemets, ou si vous en avez vraiment besoin de cette machine virtuelle-là, dans ce cas-là, vous pouvez l'activer. Mais non, Alexandra, tu ne te trompes pas du tout dans les informations que tu as données. Gabriel, bonjour Gabriel et bienvenue parmi nous. Sou, alors, merci pour votre réponse Cédric, donc j'ai échappé au pire. Je range mon disque dur dans mon placard. Pourquoi n'y ai-je pas réfléchi plus tôt ? Pas de soucis, Sou. Quand vous dites que vous avez évité le pire, je vous rassure, c'est rare que ça arrive. Mais comme on n'est jamais à l'abri que les choses arrivent, moi, il m'est arrivé de voir chez des clients qui avaient donc un disque dur externe de branché, qui avaient leur ordinateur. La foudre est passée par le réseau électrique. Plus d'ordinateur, plus de disque dur externe. Le disque dur externe qui était branché avec les sauvegardes. Voilà, terminé, merci, bonsoir. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs versions de sauvegarde, une fois de plus. Plus vous allez avoir des données qui sont précieuses et plus il va falloir que vous l'ayez sur différents supports. Mais effectivement, sous le disque des sauvegardes, il est fait pour être rangé au placard. Et enfin, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre placard, vous pouvez le laisser à côté. Moi, il est dans mon placard ici à côté, il est rangé. Mais voilà, vous pouvez l'avoir à proximité, vous n'êtes pas obligé de le mettre à l'autre bout du monde si vous en avez besoin pour récupérer des sauvegardes ou pour continuer de faire vos sauvegardes régulières. Bonjour Michel, bienvenue parmi nous. Alors Michel, bonjour Cédric, bonjour à tous. Bonjour Michel, bienvenue parmi nous. Marc, rebonsoir. J'ai une box SFR, est-ce que je peux la débrancher la nuit ? Alors Marc, c'est une bonne question. La réponse est je ne vois pas d'inconvénient. Je vais juste vous dire les éventuels inconvénients que vous pourriez avoir. Lorsque vous débranchez une box, en théorie, elle va garder tous les paramètres au sein de son boîtier. Les éventuels désagréments, c'est si elle est un peu ancienne et qu'il y a une pile dedans et qu'elle ne réussit pas à garder les informations. Pardon. Auquel cas, ce serait un petit peu problématique, mais je ne crois pas avoir déjà vu ce cas de figure. Mais dans ce cas-là, quand vous allez rebrancher votre box le matin, il n'y aura pas de souci. Elle va reprendre la connexion, elle va refaire ce qu'il faut. Laissez-lui juste 5-10 minutes.
le temps qu'elle retrouve bien toutes ces informations, qu'elle puisse tout bien remettre en place, parce que quand vous éteignez votre box et que vous la rallumez, c'est plus le processus d'initialisation est un peu plus long que quand elle est en veille et que vous la sortez de veille. Donc ça c'est la première chose, et ensuite la seconde chose, le second désagrément que vous pourriez éventuellement avoir, donc il y a quand même des bénéfices à la débrancher, c'est que du coup le fait de la débrancher, ça va désactiver le réseau Wi-Fi, donc pour les personnes qui sont un peu sensibles aux ondes, etc., ça peut être bien de ne pas être trop envahi d'ondes. Donc ça c'est le premier bon point. Après l'inconvénient c'est l'inconvénient de l'avantage, c'est que quand vous allez débrancher votre box, si vous avez par exemple votre tablette sur le Wi-Fi, votre téléphone sur le Wi-Fi, le fait de l'avoir débranché, vous n'aurez plus accès à Internet pendant le temps où elle est débranchée. Même si ça paraît évident, je préfère le dire, parce qu'il m'est arrivé un jour de débrancher ma box parce qu'il y avait un tout petit peu de bruit au niveau du ventilateur. Et donc je l'ai débranché pour être vraiment tranquille. Et arrivé en haut, j'avais plus d'internet, puisque évidemment j'avais coupé ma box, donc je n'avais plus de Wi-Fi. Voilà, donc c'est quelque chose à mémoriser, mais absolument, vous pouvez éteindre votre box le soir. Vous pouvez... tout dépend ce que vous souhaitez. Si c'est vraiment ne plus avoir d'onde, si c'est être tranquille avec la surcharge électrique, dans ce cas-là, il faut à la fois que vous débranchiez le courant électrique et à la fois que vous débranchiez la prise ADSL qui est branchée donc sur la prise téléphonique. Je vais y arriver. Voilà, et si c'est juste pour ne plus avoir d'onde, il vous suffit simplement de l'éteindre à l'arrière de la box pour ne plus avoir le Wi-Fi et ce genre de choses qui soient branchées. Voilà Marc. Mathilde, bonjour Cédric et bonjour à tous. Est-il possible de réinstaller Windows 10 de zéro lorsque le PC est d'origine et Windows 10 ? Alors, est-il possible de réinstaller Windows 10 à zéro lorsque le PC est d'origine et Windows 10. Tout à fait Mathilde, c'est même encore plus simple. C'est pas que c'est plus simple puisque pour les personnes qui se posent la question, avant sur les tours ou sur les ordinateurs portables, vous aviez un numéro de licence et ça c'était jusqu'à Windows 7. Vous aviez un sticker avec un numéro, c'était des séries de 4 chiffres et lettres en majuscules et ça vous permettait d'activer votre Windows. À partir de Windows 8, ça a été intégré dans la puce de l'ordinateur. Donc je ne sais plus dans quelle puce, il devait y avoir une combinaison entre le BIOS et autre chose, et votre numéro de licence était stocké à cet endroit-là. Avec Windows 10, c'est encore différent, la licence est stockée sur les serveurs de Microsoft, c'est-à-dire que Microsoft sait quelle carte mère vous avez, et il sait donc que vous avez activé votre Windows 10 pour telle carte mère. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dans votre cas, si vous souhaitez réinstaller votre ordinateur de zéro, c'est ce que moi je fais par exemple, ou que je faisais pour mes clients quand ils achetaient un ordinateur portable, enfin ceux qui le désiraient, c'était pas, je leur imposais pas, mais je trouvais ça beaucoup mieux et je le fais même pour moi, c'est que quand je récupère un ordinateur portable, la première chose que je fais, c'est que je réinstalle tout le système pour éviter d'avoir les désagréments que Tania nous a indiqués. Je crois que c'est Tania qui a un portable un portable HP avec beaucoup de logiciels qui sont installés. Alors je dis pas qu'ils sont tous inutiles, mais je dis que quand on a un ordinateur, c'est bien de savoir ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert. Donc moi je réinstalle de zéro et je n'installe que les applications dont j'ai réellement besoin pour profiter au mieux des performances de mon ordinateur. Donc effectivement, si vous souhaitez réinstaller de zéro, ne vous inquiétez pas. Dès lors où votre Windows est activé, vous pouvez le voir en pressant la combinaison de touches Windows plus pause. Ça se trouve également dans la configuration système. Je vais essayer de le retrouver dans le menu pour pouvoir vous montrer. Ça doit être clic droit sur le menu et là vous devez avoir système. Voilà, tout simplement. Vous allez arriver sur cette page et là vous verrez en bas activation de Windows. Windows est activé. Dès lors où votre Windows est activé, ça veut dire que les serveurs de Microsoft savent que votre carte mère, donc la carte mère que j'ai actuellement, eh bien, ils savent que dès lors où je vais me connecter sur leur serveur, que mon Windows doit s'activer automatiquement. Donc là, je peux réinstaller mon Windows de zéro, je n'ai même pas à me soucier de ma clé, je le réinstalle, et lors de la réinstallation, il me demande si j'ai une clé à saisir, je lui dis que non, j'ai pas besoin de saisir de clé, il va continuer l'installation, et une fois que j'arriverai sur Windows, un petit peu comme ici, et que j'aurai rentré mes paramètres, il va automatiquement activer Windows, puisqu'il l'a déjà activé une fois. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre clé, c'est votre carte mère qui est activée. Donc, vous pouvez réinstaller de zéro sans souci.
Voilà. Alors, Tania, je sélectionne bien le texte avec CTRL A, mais ensuite, je n'arrive pas à le supprimer. Je pense que je n'ai peut-être pas coché, dans général, les bonnes cases. Merci pour vos recherches. Avec plaisir, Tania. J'aurais bien aimé trouver aussi. Ça aurait pu être utile pour vous et beaucoup d'autres personnes. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr que ça existe. Alors, les touches, je vais essayer de vous les montrer sur le clavier visuel. Voilà. Donc, quand je vais essayer de me rendre à nouveau donc, sur les mails, voilà, je vais prendre le message de Ikea par exemple, voilà, je vais peut-être le mettre en haut, le clavier visuel. Donc ensuite, je clique sur répondre, ici là, en haut à droite, et là, donc j'appuie sur les 3 petits points. Je presse la combinaison de touches CTRL A, donc pour tout sélectionner, il faut que vous voyez que tout a été sélectionné. Donc je reste appuyé sur la touche CTRL, comme vous pouvez le voir actuellement sur le clavier visuel. Et ensuite, je fais une seule pression sur la touche A. Voilà. Ça a donc sélectionné tout mon texte. Vous voyez, il est sélectionné ici. Et ensuite, je vais soit appuyer sur la touche qui est ici, retour arrière, ou alors sur la touche qui est supprime. Je ne sais pas si elle est là sur le clavier. Si elle est là. Donc elle ne se placera pas forcément à cet endroit sur votre clavier, mais en tout cas la touche retour arrière, il y a de fortes chances qu'elle soit au-dessus de votre touche entrée. Donc je suis là et j'appuie sur la touche retour arrière, pardon. Et là vous voyez, eh bien tout le texte a disparu. Donc en théorie, il doit se passer exactement comme ça. Ça doit exactement se passer comme ça chez vous, Tania, parce que dès lors où vous avez appuyé sur les 3 petits points, le texte est apparu. Vous faites CTRL plus A et ensuite vous appuyez sur la touche retour arrière. Voilà Tania, n'hésitez pas à faire les manipulations et à nous dire si ça a fonctionné. Mais en théorie, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Morissette, merci Alexandra, mais je ne tente pas le diable. Les sauvegardes, je ne sais pas trop les faire encore. Et la réinitialisation encore moins. Merci tout de même. Alors Michel, j'ai une vignette en bas à droite. Pirater un PC. En PDF, apparemment de chez Adobe Reader. D'accord. Il n'y a pas une suite, Michel, à votre question? Alors, j'ai une vignette en bas à droite, pirater un PC apparemment en PDF. Alors, je ne sais pas à quel endroit vous avez récupéré donc, ce document. Je ne sais pas si vous ne savez pas d'où il vient, je vous déconseille de l'ouvrir. Donc, si j'ai bien compris votre question, vous avez un document... Est-ce que j'ai... C'est quoi ça? Moi j'ai des documents PDF, je ne sais pas non plus à quoi ils correspondent. Je vais essayer de vous trouver un document en PDF. Fiche DAC, c'est quoi ça? Ok. Donc si j'ai bien compris, vous avez quelque part en bas à droite un document PDF comme celui-ci où il y a marqué pirater un PC. Si j'ai bien compris, voilà, de chez Adobe Reader. Donc en gros, c'est ce que vous avez à l'écran. Je vous déconseille de cliquer dessus parce que si vous ne savez pas d'où ça vient, ben, il vaut mieux pas cliquer dessus, on ne sait jamais. Moi, comme je sais d'où ça vient et que je sais ce que c'est, j'ai double-cliqué dessus et je vois le contenu. Mais vous, si vous ne savez pas d'où ça vient, soit vous le rangez dans un coin et peut-être que voilà, vous avez des enfants, des petits-enfants ou quelqu'un qui vous a mis ça là parce qu'il en avait besoin ou qu'il l'a récupéré de quelque part. Mais dans tous les cas, je vous conseille de ne pas forcément l'ouvrir si vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà Michel. Alors Florence, je n'ai pas de SSD sur mon ordi. Puis-je en installer un en externe pour mes sauvegardes? Alors, Florence, les SSD, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un disque dur et un SSD, je vais essayer de vous montrer les images pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Donc un disque dur, c'est l'ancêtre du système de stockage.
Enfin, d'ailleurs, ça continue d'être utilisé pour le stockage puisque le prix au mégaoctet est moins cher que le SSD. Donc un disque dur, c'est quoi? C'est un boîtier dans lequel vous avez des plateaux, comme ici, comme vous voyez à l'écran, et vous avez la tête de lecture, la fameuse tête de lecture dont je vous parle, qui est très important de bien éteindre son ordinateur, sinon quand la tête de lecture est bloquée ici, s'il y a des chocs, elle peut toucher les plateaux et endommager vos données qui sont stockées sur cette partie lisse que vous voyez, en escargot. Et donc, ça, c'est un disque dur. Et donc, les prix au mégaoctet, c'est-à-dire un disque dur aujourd'hui, on va en profiter pour regarder ce que j'ai réalisé pour vous, le guide d'achat. Donc, les prix aujourd'hui, si on doit comparer les choses, on va dire que pour un SSD d'entrée de gamme, ça coûte 65 €. Et donc ça fait 120 gigas, alors que pour un disque dur qui coûte 56 €, vous avez 1 Tera, c'est-à-dire 1000 gigas. Donc vous voyez, le prix au mégaoctet est totalement différent. Donc si on fait un petit calcul rapidement, on va diviser, alors dans quel sens il faut que je le fasse 65 € divisé par 120, donc là on va avoir le prix au mégaoctet, donc ça fait 54 centimes du mégaoctet, et sinon l'autre coûte 56 centimes pour 1 Tera, c'est-à-dire 1000 mégas, donc là c'est carrément 10 fois moins cher. Donc c'était assez simple à faire vu que 1000 par rapport à 120 c'est un peu ça. Donc en gros, un disque dur ça va être bien pour le stockage. Là où un SSD va être bien pour la rapidité. L'avantage du SSD, il y en a plusieurs, c'est que c'est très rapide, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, une fois que vous aurez installé un SSD sur votre ordinateur, vous ne reconnaîtrez plus votre ordinateur en théorie. Un SSD plus une réinstallation de Windows, si vous aviez un vieux disque dur avant, vous verrez, la différence est incroyable. Mais l'inconvénient, c'est que comme le prix au mégaoctet est plus cher, eh bien, en général, les SSD sont de moins grande capacité, ou alors ça vaut vite très cher. Ici, par exemple, si on veut un SSD qui fait 500 Go, c'est-à-dire la moitié de 1 Teraoctet, ça vaut 272 €, contre 56 € pour avoir le double de capacité. En revanche, les performances ne sont absolument pas les mêmes, et l'expérience d'utilisation n'est absolument pas la même. Ce que je veux dire par là, et pour répondre à votre question, Florence, un SSD, en général, c'est destiné au système. Et les disques durs sont, eux, destinés au stockage, puisque le prix au mégaoctet des disques durs sont 10 fois moins important que le SSD. Si vous achetez un SSD, c'est pour avoir de la performance, c'est pour avoir de la réactivité. Alors qu'un disque dur, ce sera plutôt pour stocker. Donc, dans votre cas précis, dans l'exemple que vous nous donnez, acheter un SSD pour vous en servir pour réaliser des sauvegardes, ce n'est pas forcément pertinent. Il vaut mieux que vous achetiez un SSD, que vous l'installiez comme disque dur système et que vous mettiez vos données sur le disque dur. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi ici sur mon ordinateur. C'est que dans l'explorateur de fichiers, ici mon disque C qui est donc le disque système là où sont stockées les informations et où mon Windows se charge, où mes logiciels se chargent, etc. C'est un SSD, ici, ce disque-là, et les 3 autres disques, ce sont des disques durs. Vous voyez ici mon disque système fait 232 Go, et là mes disques durs font presque 1 Tera, 1 Tera 4 et 1 Tera. Donc j'ai choisi cette solution et c'est ce que tout le monde vous recommandera parce que stocker sur des SSD c'est un petit peu du caviar quoi. Ça n'a pas grand intérêt surtout, si vous voulez. Quand on fait des sauvegardes, on n'a pas forcément besoin de réactivité. Alors que quand on utilise son ordinateur au quotidien, on a besoin de réactivité. D'ailleurs, les personnes qui sont passées du disque dur au SSD, c'est compliqué de revenir en arrière. Moi, lorsque j'allais chez mes clients et qu'ils avaient un disque dur, alors que j'avais l'habitude de mes SSD, c'était des fois compliqué. Donc voilà Florence, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire. Si vous achetez un SSD, utilisez-le plutôt comme disque système. Et si vous voulez utiliser un disque pour faire des sauvegardes, achetez plutôt un disque dur. Que ce soit un disque dur externe, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un disque dur autonome en 2,5 pouces qui vous permet de vous le brancher sur un port USB. Ou vous avez également des disques durs nus
Je vais essayer de vous montrer ça. Donc un disque dur nu, c'est un disque dur qui n'a pas de boîtier. Il vous faut un boîtier externe, mais vous avez un disque dur nu. Voilà, comme ça, comme celui-ci. Donc ça, c'est les sauvegardes de mes NAS. Et là, vous voyez, donc c'est un disque dur nu. Il n'a pas de boîtier. Et je le clipse dans un boîtier. Et ça me permet d'interchanger facilement les disques durs nus qui sont moins chers en 3,5 pouces qu'en 2,5 pouces à capacité égale. Voilà, donc si vous devez acheter un disque dur pour le stockage, achetez un disque dur. Et si vous devez acheter, si vous avez vraiment envie d'acheter un SSD, je vous conseille de le dédier à votre disque système pour garder les performances. Et vous l'avez compris, le prix au mégaoctet est beaucoup moins intéressant pour le stockage avec le SSD. Voilà Florence, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Sacha, n'oubliez pas le tirage au sort, absolument Sacha, j'étais en train d'y penser. Il est 18h53, on va voir s'il y a d'autres questions. Il y avait aussi le mini-cours, donc il faut que je vous parle avant le tirage au sort. Alors Mathilde, merci Cédric, c'était juste pour savoir. Ok Mathilde. Michel, il y a une adresse www.bestcourt. Oui, Michel, ça va pas beaucoup m'aider. Le plus simple, c'est comme je vous le dis, ne l'ouvrez surtout pas si vous ne savez pas d'où ça vient. Et voilà. Et si vous pensez que vous êtes le seul à utiliser votre ordinateur et que vous n'en avez pas besoin, n'hésitez pas à le mettre à la corbeille pour ne pas être tenté de l'ouvrir plus tard. Lorsque j'ai voulu la copier, cela n'a pas fonctionné. Alors, évitez Michel de vous rendre sur des endroits que vous ne connaissez pas forcément comme ça en direct. Parce que si vous saisissez une adresse directement dans la barre des tâches, quel que soit le navigateur que vous allez utiliser, vous avez la possibilité en haut de saisir une adresse. Il n'y a aucun filtre. C'est-à-dire que là, si vous commencez à taper une adresse que vous connaissez, par exemple, j'en sais rien moi, une adresse qui serait pas légitime que quelqu'un vous aurait donnée, va sur hacker.fr et puis tu vas bien voir ce qui se passe. C'est une très mauvaise idée parce que là vous n'avez aucun filtre. Quand vous passez par un moteur de recherche, par exemple Google, l'avantage c'est que Google ne va pas répertorier en théorie les sites malveillants. Ou dès qu'il y a un site qui sera déterminé comme malveillant, Google ne le référencera plus, donc vous ne pourrez plus tomber dessus. Alors que si c'est vous qui saisissez l'adresse en haut, vous êtes maître de l'endroit où vous allez. Donc si vous arrivez sur un site qui est malveillant, il n'y aura aucun filtre et vous risquez de vous faire infecter. Donc quand vous avez des adresses, soit vous êtes sûr de l'adresse, si par exemple vous avez vu ça à la télé, que on vous a dit allez sur le site tf1.fr, eh bien vous pouvez taper dans l'adresse tf1.fr. Mais si vous avez récupéré un document un petit peu comme là, je ne sais pas d'où vous l'avez eu, et que vous voyez une adresse email, une adresse internet, je vous déconseille d'y aller comme ça si vous ne savez pas d'où ça vient, vraiment. Donc voilà, Michel, ce que je vous conseille, c'est soit la corbeille, soit vous partagez l'ordinateur avec d'autres personnes et à ce moment-là, vous pouvez leur demander si c'est elles qui ont récupéré ce document. Ou alors, si vous ne savez pas d'où ça vient, vous pouvez le ranger dans un dossier. Ça vous évitera d'avoir envie de l'ouvrir. Et si vous êtes, si vous n'avez pas, vous pouvez aussi mettre à la poubelle. Tania, merci de votre patience, amicalement. Avec plaisir, Tania, tout est parfait. Alors, je confirme, Cédric, depuis que j'ai un SSD, mon PC est une vraie Ferrari au démarrage. Effectivement, donc non seulement c'est rapide au démarrage, mais c'est aussi rapide d'utilisation. Quand vous allez lancer un logiciel, quand vous allez lancer, tout ça, c'est très rapide les SSD par rapport au disque dur. Les performances sont vraiment exceptionnelles. Mario nous dit les bris d'un SSD sont moins fréquents. Effectivement, dans les avantages et les inconvénients que je n'avais pas mentionné tout à l'heure, c'est que un disque dur, c'est mécanique, alors qu'un SSD, c'est entièrement électronique. C'est-à-dire que dans le disque dur, lorsque vous allez le secouer, si par exemple vous secouez un disque dur alors qu'il est en train de travailler, comme je vous ai montré tout à l'heure, la petite tête qui est en train de tourner normalement sur les plateaux, si elle tape les données, vous perdez vos données à chaque fois que la tête tape. Et comme les plateaux tournent très rapidement, entre 5400 tours et 10 000 tours par minute,
Vous imaginez le nombre de tours que ça fait en une seconde. Donc voilà, ce sont des sillons de données qui partent. Donc soyez très vigilants lorsque vous déplacez des disques durs, lorsque vous déplacez vos ordinateurs, quand ils sont en train de tourner. Il faut absolument, il faut pas taper sur la table, il faut pas prendre le PC et le taper sur la table. Je pense surtout aux gens qui ont des PC portables. Faites très attention lorsque vous déplacez vos ordinateurs. Lorsque vous avez un SSD, ces problèmes-là ne se posent pas puisque ce sont des composants électroniques. D'ailleurs, je vous ai même pas montré l'image d'un SSD. Mais il y a d'autres inconvénients, c'est que les SSD, quand ils tombent en panne, c'est très compliqué de récupérer les données. Donc voilà, les SSD, ça ressemble à ça. Je n'ai pas partagé mon écran, ça ira mieux si je le fais. Voilà, un SSD, donc c'est sous un format 2,5 pouces, comme on peut le voir ici, et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Ce sont des composants électroniques, des puces de stockage qui vont stocker les informations, comme pourrait le faire un disque dur. Mais là, voilà, si ça tombe en panne, c'est un peu problématique. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des sauvegardes quand vous avez un SSD, parce que effectivement, en général, c'est fiable. Moi, j'ai pas encore vu de SSD tomber en panne, mais je sais que Benoît, qui lui avait dans sa boutique, ça lui est arrivé de voir un ou deux SSD tomber en panne et la récupération des données est quasiment impossible. Donc gardez bien ça également à l'esprit. De toute façon, les sauvegardes, vous le savez, il faut le faire tout le temps. Voilà, écoutez, on est arrivé au terme de ce Demande à Cédric numéro 60, dernier Demande à Cédric du mois de mars. Et donc le prochain mini-cours, je vais essayer de retrouver ça, j'ai mis ça sur mon Google Drive. Le prochain mini-cours qui a gagné, roulement de tambour, est-ce que vous avez une idée? Si vous avez fait les comptes, vous de votre côté, en théorie, vous devriez savoir qui est le gagnant. Je vais récupérer les infos et on va le découvrir ensemble. Alors, si je retrouve le fichier, évidemment. Et si je réussis à le télécharger, voilà, c'est ici. Téléchargement en cours. Normalement, ça devrait arriver. Voilà. Donc, oui, il faut que je partage mon écran. Donc, le mini-cours gagnant, c'est le mini-cours sur les sauvegardes. 6 voix, même presque 7 parce que quelqu'un a voté en dernier alors que les inscriptions étaient closes. Donc voilà, de toute façon, comme ça ne changeait pas le vote, je ne l'ai pas intégré. Mais voilà, vous avez été 19 à voter. Donc ça, c'est les numéros des cours que vous avez notés dans vos votes. Et donc, celui qui a gagné, c'est donc le cours numéro 7. Le cours numéro 7, c'est les sauvegardes. Les rudiments, savoir sauvegarder le minimum et les moyens pour y parvenir. Donc c'est ce que nous allons voir le 1er avril. Je vais regarder la date, à quel jour nous serons le 1er avril. Nous serons un samedi. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'opportunité d'être là. De toute façon, pour les membres actifs et pour les membres plus, vous avez accès à la retransmission. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire parce que vous avez été plusieurs à m'écrire. Pour retrouver la retransmission des mini-cours, vous allez, surtout la première chose que vous faites, c'est vous connecter pour avoir accès aux choses, sinon vous allez arriver sur la version payante. Une fois que vous êtes connecté, vous vous rendez dans « J'apprends en direct les mini-cours ». Une fois que vous êtes à cet endroit, vous descendez tout en bas et là, vous verrez accéder aux retransmissions des mini-cours. Donc vous avez le mini-cours numéro 1 qui est ici. Vous pouvez cliquer dessus, ça va le télécharger sur votre ordinateur. Ensuite, vous faites l'extraction de ce fichier et à partir de là, vous aurez la vidéo complète. Alors, elle est disponible uniquement en téléchargement. Pourquoi? Et pour tout le monde, même pour les personnes qui n'ont pas l'option téléchargement. Tout simplement parce que comme ça fait 2h38, c'est beaucoup plus simple pour vous de l'utiliser en local. Vous n'avez pas besoin d'avoir les temps de téléchargement. Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Si vous vous êtes arrêté à une demi-heure, vous pouvez facilement reprendre à une demi-heure. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai laissé en téléchargement et que vous pouvez en profiter de cette façon-là. Voilà, donc le prochain mini-cours, ce sera donc les sauvegardes.
Pour les personnes qui n'auraient pas voté pour les prochains mini-cours, c'est-à-dire le mini-cours numéro 3, 4, etc., vous n'hésitez pas, vous mettez ce que vous voulez voir. Donc là, vous voyez, il y a un certain nombre de personnes qui ont voté et il y a des gens qui ont mis leurs préférences sur quasiment l'intégralité des choses et des personnes qui n'ont voté que pour un seul. Donc si vous voulez rajouter des compléments, que ce soit Raymond, que ce soit Renif, que ce soit Gabriel, si vous voulez rajouter des compléments pour la suite, n'hésitez pas. J'ai pas partagé mon écran, ça va pas aider. Voilà, donc comme je disais, comme on voit dans la liste, ici Philibert, lui, a voté pour 5 mini-cours, alors que Louis-Paul, Gabriel, Rénive et Raymond n'ont voté que pour un seul mini-cours. Donc n'hésitez pas à apporter des compléments si vous le souhaitez, une fois que le mini-cours numéro 7 sera terminé. Je continuerai de remplir. Et si vous n'avez pas encore voté et que vous avez envie de voter pour les prochains, eh bien, ce sera le temps de le faire toujours au même endroit, sur le forum, dans les mini-cours, dans les DAC. Voilà, eh bien, on a terminé pour le numéro 60. J'ai pas oublié le tirage au sort, ne vous inquiétez pas. Je vais faire une pause pour arrêter l'enregistrement ici. Le DAC du numéro 60 va s'arrêter et je vais relancer un autre enregistrement pour le tirage au sort qu'on va continuer de faire en direct. Surtout, restez là. J'éteins l'enregistrement, j'en lance un autre, donc ça va peut-être prendre peut-être une minute ou deux. Et après, on fait le tirage au sort. En tout cas, pour les personnes qui étaient sur YouTube et qui ont suivi, je vous remercie et je vous dis donc, j'espère vous voir donc sur le mini-cours qui concerne les sauvegardes le 1er avril. À bientôt Internet!